Et on en parle en plateau avec le président de la Société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, Patrick Sabaté. Bonjour. Bonjour. On va vous faire réagir sur le sujet. Je viens de vous entendre dire totalement faux. Qu'est-ce qui est totalement faux? Non, c'est un point technique tout simple, c'est que l'impact du prélèvement dans la source Mélodie de Divonne, il a été mesuré et vérifié sur de nombreuses années, n'a pas d'impact sur les nappes de surface et encore moins sur les rivières. Mais c'est un débat qui est assez technique et assez long, on peut y revenir, mais je comprends particulièrement toutes ces préoccupations et c'est pour ça que je me rends le plus disponible possible pour y amener des réponses. Voilà. Des préoccupations, il y en a justement, on va les détailler. Commençons par le projet en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, ce projet Iceberg? Alors, Iceberg, c'est en théorie le nom de la future usine, mais voilà, donc depuis 1997, cette source Mélodie est classée en eau minérale naturelle française, ayant vocation à être mise en bouteille ou rester sous terre. Et nous avons eu le privilège d'en devenir le concessionnaire. Donc la puissance publique nous a délégué l'exploitation privée de cette ressource. Aujourd'hui, nous avons travaillé depuis 2 ans et demi sur ce projet. Le permis de construire a été signé. Il sera exécutoire à la fin du processus administratif. Il est techniquement prêt pour nous. Donc, lorsque l'administration aura validé que nous sommes à la fois respectueux de l'environnement et que nous avons pris toutes les mesures pour montrer notre capacité à respecter les directives de l'administration, eh bien, ils nous autoriseront, je l'espère, à démarrer et à mettre en bouteille cette eau, qui est, je voudrais quand même préciser, d'une pureté, d'une qualité unique au monde. Patrick Sabaté, permettez-moi l'expression, vous êtes un homme de bouteille. En 1995, je crois, vous lancez votre propre marque de champagne, aujourd'hui considérée comme l'une des marques les plus chères au monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est votre objectif de faire la même chose avec cette eau de Divonne? Alors, pas du tout. Le profil de... Enfin, en tous les cas, merci de parler de mon champagne, mais non, pas du tout. Le profil de Divonne est une minéralité assez faible, indiquant qu'on peut la consommer de façon quotidienne et sans aucune restriction. Mais elle a également un profil quantitatif qui indique que nous pouvons nous adresser au grand public. Donc quand je dis grand public, ça veut dire au réseau de distribution grand public, qui sont la grande distribution ou d'autres, et en particulier l'exportation. Voilà. Donc notre positionnement sera celui d'une grande eau minérale française normale. Voilà. Donc pas de projet de produits de niche ni autre. Voilà. L'exportation jusqu'en Asie, pourquoi l'Asie? Alors, d'abord parce que nous en avons les moyens quantitatifs, mais le prestige du label Made in France en matière agroalimentaire est aujourd'hui un des plus importants et un des mieux reconnus dans le monde. Et ces marchés qui ont un accès plus difficile que nous à des eaux de cette qualité sont demandeurs de notre production, pas que de la nôtre bien sûr, mais des grandes marques françaises, et qui sont d'ailleurs toutes très très largement implantées en Chine, en Inde et dans le monde entier. Et c'est très heureux ainsi. Donc nous pensons que ces marchés sont des marchés de forte croissance pérenne, et donc nous avons notre place dans cet ensemble. Voilà. Pourquoi ne pas laisser cette eau finalement aux Divonnais? Alors, cette eau appartient aux Divonnais. C'est une particularité du droit administratif français. Les ressources souterraines sont la propriété de la puissance publique, donc soit de l'État, soit des collectivités territoriales. Donc ce sont les Divonnais qui sont propriétaires de cette eau, et d'ailleurs, ils vont me la vendre. Je ne la prélève pas gratuitement. Et, Vous l'achetez aussi? Je l'achète, voilà, je l'achète. Mais les Divonnais vont vous l'acheter finalement, cette bouteille, plutôt que d'ouvrir le robinet et la voir couler chez eux? Alors, cette eau n'a pas vocation à aller dans le robinet pour des raisons qui sont liées à sa pureté. Et je considère qu'on devrait soit la laisser sous terre et lui laisser une vie éternelle sans jamais la prélever, mais pas forcément la mettre dans le robinet, car elle a des caractéristiques qui méritent mieux que cela, et en particulier d'être mise en bouteille. Quant à la relation commerciale que j'aurai avec les Divonnais et nos amis des communes suisses avoisinantes, et en particulier à l'endroit des enfants et des écoles, bon, laissez-moi un petit peu leur réserver la primeur, mais j'ai eu l'occasion de dire que cette eau aurait vocation dans le pays de Gex et dans les communes de Terre-Sainte et nos voisins suisses à être disponible d'une façon un petit peu privilégiée. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on sait que Divonne importe 20% de son eau, notamment de Suisse, pourquoi ne pas laisser cette eau aux Divonnais, encore une fois?
Alors, les questions d'importation de l'eau sont du registre politique et je ne veux pas m'en mêler. En revanche, les Divonnais ne sont pas privés du tout de cette eau puisque les prélèvements qui sont faits pour le réseau public n'ont rien à voir avec cette source. Et encore une fois, cette source ne peut pas être injectée dans le réseau public parce qu'elle a été classée comme une source d'eau minérale naturelle et que sa vocation est de rester sous terre ou d'être mise en bouteille, mais rien d'autre. Voilà. Donc on ne prive en rien les Divonnais, au contraire, on va peut-être même leur donner accès à une ressource qui est unique au monde par cette mise en bouteille. Ils n'auraient jamais pu boire autrement cette eau que par la mise en bouteille. Alors si le forage actuellement dispose d'un robinet auprès duquel les Divonnais et tous les habitants qui veulent s'y présenter peuvent remplir gratuitement des bouteilles, j'avais pris l'engagement il y a 3 ans que cet accès libre du grand public pour remplir manuellement quelques bouteilles serait toujours préservé. Et d'ailleurs, je serais très heureux que ça soit le cas parce que c'est un geste naturel. Voilà. Vous vous y tenez? Ah oui, oui, j'y tiens beaucoup. De la même manière d'ailleurs que notre usine qui va être construite sur des principes architecturaux et environnementaux extrêmement avant-gardistes va y compris comprendre, pardon pour la redondance, va comprendre un circuit de visite très sécurisé à destination des enfants. On peut se demander justement, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'écologique dans ce projet, hein. Durant la phase d'exploitation, vous prévoyez 40 voitures pour les employés, 90 poids lourds par jour, 8 625 tonnes de plastique, 431 tonnes pour les bouchons. Qu'est-ce qu'il y a d'écologique finalement dans ce projet? Il y a la méthode. C'est comment allons-nous transporter nos bouteilles, comment allons-nous construire notre usine, comment allons-nous prélever l'énergie pour fonctionner et exister, et comment allons-nous gérer la problématique du recyclage du plastique. Donc, en fait, bien sûr, nous sommes une usine de plus dans l'univers mondial de l'embouteillage. Je voudrais juste rappeler quand même que l'embouteillage d'eau en France représente 1200 fois moins, enfin 1200 fois plus petit que le prélèvement d'eau pour le robinet. Donc, la préoccupation environnementale devrait d'abord être observée sur la question de l'eau du robinet. 1200 fois plus. Mais aujourd'hui, quand vous produisez 2 millions de bouteilles par jour, vous les envoyez en Asie. Oui. Comment finalement ces bouteilles seront recyclées sur place en Asie? Alors, nous avons prévu une méthode qui vient un petit peu des livres d'histoire. Au XIXe siècle, chaque famille d'Europe, ou en tous les cas celles qui en avaient les moyens, on leur livrait le lait et puis on leur récupérait la bouteille vide. Quelque part, ça pourrait s'appeler de la consigne, mais ça n'en sera pas au sens strict du terme. Je préfère employer l'expression que nous serons actifs dans la mise en recyclage de nos plastiques, partout dans le monde. C'est paradoxal, pardonnez-moi, Vincent Scatolin, maire de Divonne, quand il était venu sur ce plateau, il nous avait dit que vous vouliez justement apprivoiser certains endroits du monde où il y avait un manque, une pénurie d'eau. Est-ce que ces pays finalement ont la capacité pour recycler les bouteilles? Alors la capacité de recyclage, elle existe, et je voudrais rappeler simplement que si aujourd'hui des masses considérables de plastique se promènent dans le monde, c'est parce que probablement beaucoup plus en fin de chaîne de consommation, le consommateur final n'a pas tout à fait l'acte vertueux de mettre lui-même ces matériaux au recyclage. Les capacités, et donc ça n'est pas parce qu'on produit du plastique qu'il termine dans l'océan, c'est parce que tout simplement on a mal recyclé ce plastique. Les capacités existent, elles vont grandir parce que on ne va pas indéfiniment produire du plastique, et les directives européennes indiquent d'ailleurs qu'il va falloir intégrer peut-être davantage de plastique déjà recyclé. Je ne suis pas certain que pour une eau d'une telle pureté, on n'ait pas intérêt à utiliser des plastiques neufs qui présentent des caractéristiques fonctionnelles très supérieures aux plastiques déjà recyclés. Mais je pense que l'acte vertueux va être de construire une usine à impact carbone neutre, de transporter notre eau partout dans le monde de façon la plus décarbonée possible. Comment ? Eh bien par des véhicules n'employant pas d'énergie d'origine fossile. Donc je pense en particulier à l'électricité, au gaz et à terme à l'hydrogène. La région Rhône-Alpes... Est-ce que ces véhicules existent déjà ? Alors, en électrique et en gaz, oui, bien sûr. L'hydrogène, je pense qu'on a une bonne chance d'y parvenir dans un avenir très proche. Et il se trouve qu'en plus, la région Rhône-Alpes est la première région à bilan carbone positif en matière de production d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie décarbonée produite que d'énergie carbonée. Voilà. Donc, au départ de Divonne, nous bénéficierions d'une énergie propre. Aujourd'hui, j'ai une question qui m'est adressée directement du collectif Stop Embouteillage de Divonne-les-Bains, auquel vous avez donné la parole notamment durant la séance publique, qui aimerait savoir finalement comment vous pouvez assurer que finalement les réseaux duquel vous allez perforer, prendre cette eau, est totalement indépendants les uns des autres.
Alors, ça n'est pas moi qui l'affirme. D'abord, ce forage a plus de 30 ans maintenant. Il a été observé de façon régulière et sur des périodes très longues et en continu. Je parle de périodes de plus de 2 ans parfois, 24 heures sur 24. Et des études géologiques ont été faites par un grand groupe français qui s'appelle Antea, qui a publié et présenté d'ailleurs de façon publique de nombreuses fois ses conclusions. Et on a réussi à démontrer donc qu'il n'y a pas de vase communicant entre les différents espaces souterrains, les différentes nappes souterraines, et pas d'impact sur les résurgences non plus. Sous réserve que l'opérateur privé que je suis se conforme aux recommandations de l'administration. Et en l'occurrence, nous savons que nous ne devons pas prélever plus de 80 mètres cubes par heure dans cette source en année pleine. Dans ces conditions, on sait que l'impact il n'y aura pas d'impact sur les autres ressources alentours. Voilà. Aujourd'hui, les syndics de Terre Sainte vous demandent également des réponses écrites, notamment par rapport à ces études d'impact d'autorisation environnementale. Je crois des études que vous avez rendues par l'entreprise Ginger-Burgep. Une question qui me vient toute simple, est-ce que cet organisme il est certifié par l'État ? Alors, ce sont des organismes qui disposent de tous les agréments nécessaires pour collaborer avec l'administration et produire des études valables auprès de l'administration française. C'est important votre question parce que, mine de rien, le projet n'est toujours pas autorisé. Et l'administration nous demande des compléments d'information sur l'impact environnemental de notre projet, les modes de compensation que nous allons amener à l'environnement. Nous devons déplacer l'habitat d'un papillon et différents éléments de ce type-là. J'observe quand même que, et avec grand plaisir, j'ai rencontré les syndics des communes de Terre Sainte, et avec grand plaisir, on leur fournira l'ensemble de ces études d'impact environnemental pour qu'ils puissent mesurer eux-mêmes l'absence d'impact sur les ressources de surface et de prélèvements habituels, mais j'ai observé quand même que aussi leurs préoccupations venaient dans le domaine des transports. Et j'ai pris l'engagement vis-à-vis des maires suisses concernés par le passage des syndics, concernés par le passage de nos camions sur votre territoire. Et j'ai pris l'engagement, qui prendra la forme d'ailleurs d'une convention entre ces communes et nous-mêmes, de ne pas circuler aux heures des mouvements pendulaires de la population, le matin comme le soir, et de ne pas démarrer notre projet tant que nous ne disposerions pas d'une flotte de véhicules propres. Exception faite peut-être des voitures personnelles privées de nos collaborateurs, à qui je n'ai pas le droit de demander d'utiliser un véhicule décarboné. Ça reste une affaire totalement privée et voilà. Prochaine séance publique le 8 juillet à l'Esplanade du Lac. L'horaire sera précisé ultérieurement. Vous y serez ? Oui, j'y serai bien sûr et avec grand plaisir. J'accueillerai les tomates comme les compliments avec le même bonheur que la dernière fois. Pourquoi avoir justement donné ces informations au compte-gouttes à la population ? C'est un reproche qui vous a été fait. Aujourd'hui, votre position semble changer. Pourquoi ? Alors, il se trouve que notre projet est particulièrement rupturiste en matière de méthode éco-militante. Quand je dis rupturiste, c'est que si nous sommes le premier à le sortir, nous serons par définition le premier. J'espère peut-être que d'autres y viendront plus tard. Mais nous sommes extrêmement rupturistes. Donc, si j'avais beaucoup parlé de ce projet, il y avait fort à parier que j'aurais été loin d'être le premier à me lancer dans cette aventure très innovante de méthode. Mais aujourd'hui, vous comprenez les préoccupations et je les comprends parfaitement, et c'est pour ça que j'accepte de plus en plus de répondre. Alors, on me reproche encore d'être encore trop discret, mais d'abord, notre plan de financement ne regarde que nous, et je me suis engagé sous confidentialité à le présenter à la ville de Divonne, mais toutes les questions industrielles, marketing et spécifiques à l'ADN de notre projet, j'ai souhaité les protéger le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, je n'en dévoile pas le détail intime, mais j'ai indiqué les grandes stratégies, à savoir être extrêmement vertueux en matière de transport, être extrêmement vertueux en matière de pratiques concernant le recyclage, et en général avoir un impact carbone le plus neutre possible. Voilà. Et je pense qu'à ce stade, on pourrait presque dire que ce sera une première, si personne d'autre ne s'y lance avant nous, et bienvenue celui qui le fera. Prochain rendez-vous donc le 8 juillet pour cette séance publique. Patrick Sabaté, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.